Là, vas-y. Non, tu as besoin de faire normalement, ça se fait automatiquement. Caméra. Microphone, vas-y, caméra. Mais non, mais la caméra, c'est pas le sujet. C'est le relève tout le temps. Bah, Combien on est? C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Je fais un essai son pour savoir si vous nous entendez parfaitement bien. Des pouces, c'est bien. Des pouces levés dans les écrans. Super. Est-ce que vous nous voyez par la même occasion? Très bien. On a les pouces levés, c'est bon. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation. Vous êtes déjà plus de 140 ou 150 en ligne sur 300 inscriptions. On doit souhaiter lancer ce webinaire pour celles et ceux qui nous avaient croisés au MIPIM, en présence de David Ross, du maire. On avait annoncé un certain nombre de consultations. C'est la première qu'on lance aujourd'hui, mais pour vous resituer dans un environnement général, la première qu'on lance aujourd'hui donc sur Corbeville, on en parle en détail. Suivront pour votre parfaite information d'ici le mois de fin juin une nouvelle consultation d'opérateurs sur Palaiseau et toujours courant juin, avec le maire de Versailles, nous lançons aussi également officiellement les ouvertures des consultations des premiers opérateurs immobiliers sur le quartier de Satory à Versailles. Ce qui nous intéresse ici, c'est Corbeville. À Orsay, je vais brièvement présenter l'équipe qui est autour de moi et qui pourra prendre la parole. Elle va se présenter d'ailleurs successivement à nos côtés, à côté du maire. Je vais commencer par Benoît. Benoît Lebeau, directeur de l'aménagement. Annie, vas-y. Annie Depeut, architecte urbaniste de l'agence UAPS, mandataire du groupement avec base TPFI et ON. Donc David Ross, le maire de la commune. Clément Guzman, je suis directeur de projet pour la ZAC de Corbeville à l'EPA. Johanna de Souza, chef de projet sur la ZAC de Corbeville. Aliette Duplessis, chargée de projet sur la ZAC de Corbeville. Léa Lederer, architecte à l'agence UMPS aux côtés d'Annie Depeut. Esther Lambert, chargée de projet sur la ZAC de Corbeville. Alors, de manière technique, avant que je passe la parole au maire, et ça vous était indiqué, d'ailleurs, les questions qui s'afficheront, etc., il y aura des temps d'échange, même si c'est jamais à 300, mais d'une part, cette séance est enregistrée.
Donc on met bien tous les verbatims qui puissent s'exprimer. Et si on ne peut pas y répondre, on aura d'autres canaux pour vous répondre. Et le support qu'on va vous présenter sera diffusé, enfin sera en ligne et téléchargeable une fois qu'on aura pu faire les dernières retouches. Voilà dans un premier temps ce que je voulais vous dire. Je passe la parole sans attendre au maire d'Orsay pour qu'il rappelle toute l'ambition qu'il porte à notre côté sur ce projet. Merci Pierre. Alors effectivement, si on regarde très rapidement une carte d'Orsay pour vous dire que la ville d'Orsay actuellement c'est à peu près 16 000 habitants sur 3 quartiers. Quartier de Mondétour, quartier du centre et quartier du Guichet. Et que l'ambition partagée avec le PAPS, il n'y a pas de carte. Non. Bon, il n'y est plus. Ben non. Donc, en tout cas, l'ambition partagée, c'est de faire un 4e quartier, puisqu'à terme, c'est 7 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2032, et que nous sommes concernés par 2 ZAC, la ZAC du Moulon, sur laquelle il n'y a pas pour l'instant de lancement de lot de logement, ce sera prévu dans le cadre d'une modification de la ZAC en 2024. Mais la ZAC de Corbeville, qui elle est très clairement établie, et pour laquelle il y a eu déjà 2 premiers lots attribués autour du château de Corbeville, avec un premier lot qui a été accordé à Verrekia et un autre lot à Cogeline. Donc ça c'est la partie terrasse. Et là on arrive sur une zone extrêmement stratégique pour nous, puisque c'est le cours de Corbeville, ou le cœur du cours de Corbeville, puisque autour de ce cœur viendra ensuite s'agréger évidemment d'autres éléments et d'autres logements. Et donc il est extrêmement important, ce qui va faire le lien, la maille entre l'hôpital qui sera livré en juin 2024 et puis ce qui est prévu jusqu'au château. Donc il y a 3 lots qui vont vous être présentés de nature différente, mais qui sont extrêmement importants parce qu'ils viennent créer la colonne vertébrale de toute la partie de Corbeville, et que c'est d'autant plus important, évidemment, tous les lots soient réussis, mais celui-là en particulier, avec, ça va nous être expliqué des modalités, notamment de sélection, qui font que la livraison sera quasiment concomitante avec les 2 premiers lots qui sont déjà partis. Donc c'est vraiment le cœur du quartier qui sera finalement livré au premier trimestre, au premier semestre 2027, lorsqu'on considère l'ensemble des lots. Voilà, donc à ce stade, ce que je voulais dire, je pense qu'il y aura peut-être des questions ensuite sur la présentation qui va vous être faite. Mais évidemment, nous, au niveau de la commune d'Orsay et des élus, on est extrêmement impliqués, on travaille énormément avec le PAPS, on partage leurs exigences et souvent même on en rajoute. Et donc, on aura l'occasion de partager ça ensemble. Merci David. Alors pour illustrer, il y a un petit peu dans les photos, mais on va les passer ensemble et puis bien évidemment tu peux commenter. On rappelle effectivement le terrain de jeu, ce qu'a rappelé le maire. Vous avez ici une photo aérienne, on voit déjà les éléments qui sont installés sur le quartier en fond de perspective. Le GHNE, c'est-à-dire le grand hôpital de Nord-Essonne, qui est livré en groupe hospitalier de Nord-Essonne, qui sera livré au mois de septembre. Tout en bas, notre château, septembre 24, pardon, tout en bas le château. Vous voyez depuis le mois, alors je ne sais pas la souris, mais installé à l'est du quartier, le campus de l'Agro de Marc Lumram, qui a été livré en septembre 2022. Tout ça pour redire que sur le campus urbain, ça bouge, la figure académique est totalement installée, les écoles sont ici, les 30 000 étudiants sont arrivés. Concrètement, cette année, c'était l'agro et biopharmachimie, 2700 doctorants. Et nous passons, que ce soit à Corbeville ou sur Palaiseau, maintenant au développement des programmes complémentaires de logement mixité, de commerce, de logements familiaux, qu'on avait déjà initié sur GIF, demain sur Palaiseau et maintenant sur Orsay. Si on passe, effectivement, cette photo est intéressante, c'est une photo vue de l'hôpital aujourd'hui et qui regarde sur le cours de Corbeville, le lot qu'on lance avec, alors j'imagine que vous êtes plus ou moins équipés, il y en a qui suivent sur iPhone, donc c'est peut-être compliqué, mais au fond, c'est notre château. On a évidemment là la position des 300 logements qui vont s'étaler de part et d'autre de ce cours, donc on profile avec Annie et Baz pour la partie urbaine et paysagère. Redire, il n'y a plus de photos. Sur le plan, ce qu'a rappelé également le maire, c'est un quartier qui est déjà installé au sud avec les premiers lots, 270 logements sur le terrasse qu'on voit en bleu en bas. Donc lots terrasse qui ont fait l'objet de sélection particulière des architectes et des promoteurs, donc Verrekia et Cogedim pour les 270 premiers logements qui font l'objet de permis de construire fin d'année. Lancement du groupe scolaire, donc sélection des architectes en cours sur ce groupe scolaire qui permettra d'accueillir les premières familles. Au nord, on retrouve notre hôpital.
d'autres éléments programmatiques, notre préfiguration de cours et ces 300 logements, là, donc en rose, en orange, qui constituent ce futur cœur de quartier. On a souhaité, avec le maire, je le salue, avoir une densité assez importante et assez rapidement atteindre cette notion d'urbanité, de mixité programmatique. On n'a pas toujours pu le faire dans le passé, hein. On a beaucoup livré d'équipements universitaires et de logements. Ici, on constitue tous les éléments qui font la ville autour de ce cours. Clément, tu pourras, les opérations en cours, donc on vous a remis les éléments ou les perces des programmes qui sortent, donc l'hôpital, le grand hôpital du Nord-Essonne, le groupe hospitalier du Nord-Essonne avec SCO, au mois de septembre 2024, le parking silo de l'hôpital, Codéfi, un complexe sportif universitaire, et ainsi de suite. Vous le retrouverez sur une caserne des pompiers, des 2 programmes de logement étudiants sur H5 et H4, donc avec le groupe SOS d'une part et Lipskiroy Architecte sur le lot H5. Le lot H4 qu'on vient d'attribuer à CDC Habitat Social avec SOA Architecte. Donc tout ça compose une masse critique quand même qui est intéressante pour pouvoir lancer ces éléments et redire aussi quand même que ce métro, vous avez vu tout à l'heure en fond d'image, ce métro est installé, dernier point avec la SGP la semaine dernière, Benoît, donc les délais sont tenus, nous avons toujours un métro qui est livré, les taux fonctionnent bien, septembre 2026, avec une préfiguration des espaces publics du coup en mars 2026, et donc septembre 2026, puis tout début 2027, nous sommes connectés donc à la gare de Lyon, en moins de 35 minutes, par un métro automatisé en 5 minutes, toutes les 5 minutes en heure de pointe. Donc ça va considérablement changer le rapport au territoire, vous l'avez tous pu le pratiquer. Aujourd'hui, 1h20 par un RERB un peu défaillant et qui nous amène en plus dans la vallée. Nous sommes connectés à ce métro. Je pense que c'est un élément d'appréciation important que vous avez en tête concernant la commercialisation de futures opérations de logement tertiaire dès 2026, que ce soit sur Palaiseau d'ailleurs, on le redira, et sur la gare donc, du Boulon-Orsay, qui est donc programmée avec la SGP. Les consultations à venir, c'est vous resituer aussi ce qui partira au-delà du cours. On a parlé de ce qui était installé, mais les consultations que l'EPA va poursuivre avec le maire, elles concernent aussi des futures consultations qui seront lancées fin 2023, donc toute la partie Est, qui est en... On ne vous entend plus, le micro a sauté. Excusez-moi, on n'a plus de son. Vous ne nous entendez pas. Je confirme, on n'entend plus rien. Je vais appeler pour voir. C'est mentionné dans le chat, en fait. Ils sont en train de s'en occuper. Ils ont compris qu'on les entendait plus, en tout cas. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui. Oui.
Alors, je reprends. C'est pas ça qui me fait ça. Je reprends où je m'étais arrêté. Et vous me direz, donc, et c'est la dernière slide sur laquelle j'interviens. Ensuite, on passe la parole aux équipes qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous lançons donc ce cœur de quartier, 300 logements du développement d'activité économique, du commerce, mais évidemment, fin d'année, fin 2023, début 2024, nous sommes amenés à lancer sur ce quartier 2 autres consultations que vous avez en vert à l'est sur environ 230 logements, sur la lisière au nord-ouest, sur 200 logements supplémentaires et la suite des terrasses et la fin des terrasses à Calmarny-Lourdes en 2024. Donc ça veut dire qu'on aura bien notre millier de logements qui sera constitué au global sur ce quartier, ce qu'on appelle le cours de Corbeville, depuis l'hôpital jusqu'au château, qui fait également, et je le redis, le château de Corbeville est sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA Paris-Saclay, avec une réhabilitation, première phase qui sera achetée à la rentrée, septembre, et une programmation qu'on affine avec le maire, qui va rester pour le moment d'intérêt général public, et qu'on sera amené à vous préciser de toute façon quand les équipes seront sélectionnées. Voilà, je sais quoi. Moi, je te laisse le faire. L'exemplarité environnementale, les équipes y tiennent, je le souligne. En plus, on a connecté avec nous des représentants de la Caisse, de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. Rappelez que ce projet exemplaire fait partie des 19 projets nationaux retenus par le SGPI au titre de son exemplarité. Donc, l'agro-démonstrateur, c'est ça, je l'ai bien descendu, l'agro-démonstrateur urbain de Corbeville, ce n'est pas simplement la médaille qui nous intéresse, il y a un très gros travail des équipes qui a été fait sur plein de valeurs qu'on porte sur ce quartier, à la fois sur les réalisations immobilières, mais également sur des innovations sociétales et environnementales assez fortes. Et c'est des crédits, je tiens à remercier la Banque des Territoires qui nous accompagne, c'est d'ores et déjà des crédits d'études qui ont été débloqués, voire des moyens qui ont pu nous être mis à disposition en de futurs crédits d'investissement, si les opérations dans les 3 ans à venir, qui rentrent dans près de 19 actions aujourd'hui différentes, 20 actions qui sont identifiées, étaient développées et suscitaient l'intérêt de la SGPI et grâce à l'instruction de la Banque des Territoires qui est à nos côtés sur ce projet. Voilà. On passe aux consultations. Benoît ou Clément, comment vous... Oui, on va passer à la consultation. Je peux juste peut-être quand même détailler quand même rapidement les ambitions environnementales, donc qui vous concernent plutôt directement, qui portent vraiment sur les objectifs notamment de neutralité carbone, où, comme on l'avait fait sur le secteur terrasse, on porte toujours une ambition de tenir et d'atteindre le niveau 2028 de la RE avec l'intégration d'un minima 36 km² de matériaux biosourcés. C'est extrêmement important pour nous d'être en avance sur ce qui sera la norme en 2028 et de pouvoir effectivement sortir des premiers projets qui participent à la structuration de ces filières bas carbone qui doivent se développer d'ici les prochaines années. C'est pour ça que c'est un des éléments clés et importants effectivement de notre programmation. Et puis un deuxième sujet, c'est bien sûr le sujet du confort d'été qui est je pense que vous l'êtes aussi dans vos projets. C'est un sujet sur lequel on est extrêmement maintenant attentif sur l'intégration de ces enjeux de confort d'été dès les premières phases de la conception. Pour enchaîner sur rentrer dans le détail des consultations qui sont l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Effectivement, ça a été dit, on a 3 procédures de consultation qui regroupent 5 lots de la ZAC. Alors, on s'est un peu, sur une proposition d'Annie, on s'est un peu amusé à baptiser les lots pour éviter un peu les noms de code C3PO, etc. Donc, on a 3 lots. En fait, on a 5 lots de ZAC qui sont regroupés sous 3 consultations. La consultation Tello, donc le lot Tello, le lot Bélix, qui sont à l'ouest du cours de Corbeville, et le lot Rigami à l'est du cours de Corbeville.
Alors, avant de rentrer dans le détail de la programmation de chacune des consultations, on rappelle un peu au global nos attentes, un peu chapeau sur chacune de ces 3 consultations ou sur l'ensemble des consultations de manière générale. Donc, ça vient d'être dit par Benoît et Pierre sur la construction bas carbone, la sobriété énergétique. J'y reviens pas. Ça sera dit plus en détail par Anne-Mi dans une deuxième partie dans ce webinaire sur une attention très particulière portée à la qualité des logements et on pourrait même rajouter la qualité tout court des bureaux aussi qui seront produits, mais en tout cas à vraiment la conception, le confort, le bien-être, les surfaces, des éléments d'attention. Donc Anne-Mi reviendra plus en détail. L'un de nos enjeux dans cette programmation est sur le cours de Corbeville, sur le cœur de quartier d'ailleurs de manière générale, en lien avec la ville d'Orsay, c'est la question de l'habitat et de la diversification de l'habitat, des publics. Et évidemment, comme sur la terrasse, de maximiser la part des propriétaires occupants. Donc, l'une des questions qu'on vous adresse, c'est évidemment la stratégie de commercialisation pour y répondre et un travail sur les produits pour qu'ils soient adaptés aux cibles. Alors, ça paraît bête de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est un enjeu essentiel pour nous dans ces consultations. Et puis, je pense que ça a été dit en introduction, c'est un peu l'enjeu chapeau finalement. Ces consultations lancent le cours de Corbeville, elles constituent les façades urbaines et attractives, les premières façades du cœur de quartier finalement, de part et d'autre du cours de Corbeville, de ce mail principal qui est notre cœur de quartier animé, vivant, commerçant. Donc il y a un enjeu de production architecturale et puis de diversification des programmes, puisqu'on a une majorité de logements familial, mais dans ces consultations, on va aussi retrouver de l'hébergement hôtelier, du logement étudiant et du bureau. On va y venir dans le détail des 3 lots. Alors, on commence par le lot Rigami. Le lot Rigami, c'est le petit nom donné au lot Q12 et Q13 de la ZAC. Donc, retenez plutôt le Rigami. Donc, pour un volume global d'environ 19 000 m² de SDP, c'est un lot qui est essentiellement du logement familial. On a du rez-de-chaussée et des rez-de-chaussée commerciaux pour environ 1400 m² et un équipement public communal d'entre 1500 et 1800 m². Donc, cela constitue les rez-de-chaussée actifs du lot Rigami, mais la majorité du programme, c'est bien un programme de logement familial pour environ 16 500 m² SDP, à répartir entre 2 plots, Rigami Nord, un bâtiment, et Rigami Sud, 2 bâtiments, qui sont séparés donc, par de l'espace public. Ça représente environ 230 logements au total, une soixantaine de logements locatifs sociaux, environ 125 logements libres et 45 logements environ en BRS. Une petite particularité, contrairement au lot de la terrasse pour ceux qui ont pratiqué ces consultations, on ne flèche pas la répartition de ces programmes à l'intérieur du lot Rigami et on vous demande, si vous répondez à ce lot, de faire des propositions et finalement de réfléchir à la meilleure répartition en fonction des enjeux urbains, programmatiques, etc. La bonne répartition de ce programme global et de ces différents produits à l'intérieur du lot Rigami. Le lot Bélix, pour 11 000 m² environ de SDP, est composé de logements familiaux, mais aussi de bureaux. Donc, c'est ce qui fait la spécificité de cette consultation et de ce lot. On lance la dynamique du tertiaire sur Corbeville, dans le prolongement des dynamiques du quartier de l'école polytechnique et de Moulon, pour environ 5 000 m² SDP de bureaux qui sont répartis à peu près, je crois, à parts égales entre le plot Bélix Nord et Bélix Sud. On a aussi du coup des commerces et services à rez-de-chaussée et puis surtout des logements familiaux, environ 70 logements pour presque 5 000 m² de SDP. Du logement locatif social, 28 lots sur Bélix Nord et en accession libre, à peu près 42 lots sur Bélix Sud. Et enfin, le lot Tello, qui est le lot Q9 de la ZAC de Corbeville. Alors,
Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce lot Q9. La particularité, c'est une réflexion qu'on a menée depuis 2 ans, un peu en chambre à l'EPA, sur un produit hôtelier qui a une spécificité, c'est sa localisation en voisinage quasi immédiat de l'hôpital Paris-Saclay que vous voyez se dessiner dans l'angle de l'image au nord du parvis de l'hôpital. Du fait de ce contexte bien particulier et de la proximité entre un produit hôtelier qu'on souhaite et de l'établissement hospitalier, on pressent qu'il y a une réflexion à mener sur un produit spécifique sur de l'hôtelier qui pourrait s'apparenter à un produit de type hôtel hospitalier. Ça, c'est une partie du programme. L'autre partie du programme, c'est une résidence étudiante libre, d'ailleurs en majorité dans la répartition programmatique. Et donc cette programmation qu'on proposera dans le cahier des charges, il faudra l'affiner, il faudra l'étudier avec un enjeu spécifique justement sur le produit de cette résidence gérée ou sur les produits des résidences gérées, avec l'intuition qu'il peut y avoir quelque part une hybridation entre ces produits de résidence gérée de court et moyen séjour et avec un conventionnement possible avec le GHNE pour la question de l'hôtel hospitalier. Il y a aussi sur ce lot environ 400 mètres carrés de rez-de-chaussée commerciaux. Voilà pour une présentation succincte, mais on pourra y revenir au gré des questions sur la programmation de ces 3 lots. 2 petits zooms thématiques sur ces lots, la question du stationnement et la question des commerces. Donc, je l'évoquais dans la présentation des programmes, il y a des rez-de-chaussée actifs, des rez-de-chaussée commerciaux sur ces 3 lots. Toutes les cellules commerciales, tous les rez-de-chaussée commerciaux seront acquis par la foncière de l'EPA Paris-Saclay qui est en cours de constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion spécifique à apporter dans le cadre de ces consultations sur la programmation, le montage de la commercialisation de ces commerces, puisqu'on fixera dans les cahiers des charges le montant de la VFA, les modalités d'acquisition par la foncière et les limites de prestations, en gros, qui seront demandées pour ces cellules commerciales. Voilà pour les commerces. Le deuxième zoom, mais ça sera détaillé plus amplement dans le cahier des charges, mais il nous paraissait important d'en dire 2 mots, c'est la question du stationnement. On a réfléchi en lien avec l'agglomération Paris-Saclay, la ville d'Orsay et notre groupement de maîtrise d'œuvre à une stratégie assez ambitieuse de rationalisation et d'optimisation de la présence de la voiture et du stationnement dans le cœur de quartier, ce qui se traduit par des logiques de stationnement, des poches de stationnement mutualisées et des interdépendances entre les différents lots. Le lot Télo fonctionne de façon autonome. Toutes les places nécessaires pour le programme de résidence étudiante et de résidence hôtelière seront réalisées en sous-sol du stationnement. En revanche, pour les lots Bélix et les lots Régani, il va y avoir une interdépendance des poches de stationnement entre l'Obélix nord et sud et Régani nord et sud. L'ensemble des places de stationnement nécessaires pour le lot Bélix seront réalisées sous un seul des 2 plots. Et un fonctionnement un petit peu plus complexe sur Rigami avec du stationnement déporté, ou en tout cas des poches de stationnement sous 2 des 3 bâtiments du lot Rigami, de façon à avoir un plot sans aucun sous-sol. On précisera dans les cahiers des charges les répartitions attendues. La configuration exacte dépendra aussi des propositions programmatiques et des répartitions que vous proposerez. Mais il nous paraissait important de faire ce petit zoom pour bien comprendre aussi qu'il y a un sujet spécifique sur la place du stationnement dans ces consultations et dans ces lots. Sur la question du choix des maîtrises d'œuvre. Donc là, on a présenté les consultations d'opérateurs et un peu les attendus de façon très succincte des cahiers des charges pour les opérateurs. Parallèlement à ça, nous lançons un appel à manifestation d'intérêt pour constituer un référencement d'architectes donc un référencement unique pour ces 3 lots.
C'est-à-dire qu'il y a un seul AMI qui correspond à l'ensemble de ces 3 lots et qui permettra ensuite de venir piocher dans le référencement pour dispatcher sur chacun des lots. J'ajoute une précision, Clément, c'est que ce référencement, effectivement, on va l'utiliser pour ces 3 premiers lots qui sont en consultation, mais il servira de support également, on utilisera effectivement les candidatures reçues pour travailler sur les consultations à venir dont a parlé Pierre tout à l'heure. Exactement. Et du coup, sur les consultations du cours de Corbeville, il y a des répartitions différentes qui sont attendues, souhaitées. Sur le lot Bélix, on a deux bâtiments, un bâtiment nord, un bâtiment sud. On va souhaiter un binôme d'agence. Le binôme est obligatoire. Sur le lot Rigami, on a une configuration multiple. Une agence sera souhaitée pour le bâtiment nord et un binôme obligatoire pour le bâtiment sud. Et enfin, pour le Lotello, une agence. Ce qui veut dire que, sur la slide suivante, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs... Celle-là. Ouais, celle-là. Tu peux revenir sur celle d'avant, pardon. Effectivement, sur les binômes qui sont attendus, Annie me le soufflait. Quand on demande des binômes sur Bélix ou sur Rigami, ce qui est souhaité collectivement, c'est de pouvoir avoir des binômes d'une agence confirmée et une agence jeune. Voilà, cette configuration nous permet de diversifier aussi les profils et le binôme a cet objectif. Dans le cadre de l'AMI, donc on constituera un dossier de consultation, enfin un dossier d'AMI voilà, qui comprend les différentes pièces qui sont listées dans la colonne de gauche. Ce qu'on demandera de façon très simple dans les réponses pour cette AMI, c'est une présentation de l'agence assortie d'une note rapide, un petit peu argumentée quand même sur la compréhension des enjeux et du secteur. La note doit être commune dans le cas des binômes. En revanche, la note doit se retrouver dans chaque candidature d'agence. De façon assez classique, on demandera de présenter des références choisies et commentées. On vous laisse la possibilité de joindre un book ou un portfolio dans les candidatures si vous souhaitez en dire un peu plus que les références choisies et commentées. Et puis, chose importante, il faudra remplir un tableau de candidature qui nous permettra de comprendre sur le lot sur lequel vous candidatez en tant qu'agence, seul ou en binôme. Et donc, on en vient à la slide d'après. Ça veut dire qu'en synthèse, vous avez 5 possibilités de candidature sur cet appel à manifestation d'intérêt. Vous avez la possibilité de répondre sur le Lotello, sur le lot Rigami Nord, en binôme sur le lot Rigami Sud ou en binôme sur le lot Bélix. 5e possibilité que vous pouvez cocher, c'est la possibilité d'être référencé pour les consultations à venir du cœur de quartier ou autre, comme évoqué Benoît tout à l'heure. Donc, un appel à manifestation d'intérêt unique, des configurations, des organisations d'agences différentes selon les consultations et les lots du cours de Corbeville et 5 possibilités d'être référencés dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt unique. J'espère avoir été clair, mais on peut y revenir sur les questions. Oui, c'est pas c'est pas exclusif. Vous pouvez candidater sur tout. Sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Toi qui es en binôme quand c'est pas ton binôme. Si on revient sur les modalités de consultation des opérateurs et finalement les modalités de déroulement pour chacun de ces lots. Pour chacune des 2 consultations sur les lots Rigami et les lots Bélix, on est sur des procédures en 2 phases. D'abord des candidatures et d'abord donc une phase de candidature et ensuite une phase d'offre. La différence avec la terrasse, pour ceux qui ont pratiqué ces consultations, c'est que l'association avec les concepteurs, les architectes, les maîtrises d'œuvre se fait à l'issue de la phase des candidatures et donc la phase d'offre. Les dossiers d'offres comprendront les offres d'opérateurs et les esquisses architecturales. Donc en synthèse, on a une phase de candidature qui va être lancée dans les prochains jours
à l'issue de laquelle nous sélectionnons 3 opérateurs ou groupements d'opérateurs. Ensuite s'opère une phase d'association entre les opérateurs et les maîtres d'œuvre sur la base d'une liste qui sera issue de l'appel à manifestation d'intérêt et du référencement dont je viens de parler, afin d'ouvrir la phase d'offre, donc pour les 3 opérateurs et leurs maîtres d'œuvre associés, de façon à constituer des offres complètes architecturales, programmatiques, financières, etc. Il y aura une exclusivité, évidemment dans l'association entre les opérateurs et les maîtres d'œuvre, donc des mariages qui sont exclusifs. Peut-être qu'à là, on peut faire un stop. J'imagine pas qu'on ait des questions directes parce que c'est compliqué pour vous de vous exprimer. Il y a le collège des maîtres d'ouvrage et le collège des concepteurs. Si elle vous semble claire, de toute façon, vous la retrouverez en détail. Hein, on sélectionne des opérateurs. On l'avait déjà dans ce meeting comme ça. En parallèle, on sélectionne des concepteurs. Les mariages sont bien évidemment libres ensuite, puisque, je le redis, ça avait été une question qui nous avait été posée par les maîtres d'ouvrage, enfin certains maîtres d'ouvrage au MIPIC. Nous ne marions pas les équipes et je m'interdis de le faire. Et c'est pour ça que finalement, le choix d'avoir sélectionné un référencement de concepteurs, pour nous, ce seront tous des concepteurs qui seront aptes à travailler sur ces projets. Et le choix sera entièrement libre, ce qui nous évite, et vous et nous, et vous le savez bien, dans le cadre de consultations plus classiques, de toujours savoir avec qui il faut partir, il faudrait partir, etc. Nous, on vous transmettra ce référencement. Vous serez libre de constituer des équipes et les concepteurs avec les opérateurs et les opérateurs avec les concepteurs librement, d'abordant tous les sujets, y compris les types de missions, les maîtrises d'œuvre que vous entendez confier, pour venir avec des équipes solides et librement choisies à l'intérieur d'un cadre. C'est des équipes qu'on choisit, Benoît l'a rappelé, non seulement pour ces 3 premières consultations, mais les 2 autres qui viennent, donc pour une certaine durée. On n'a pas arrêté encore le nombre d'équipes, mais on sera à plus de 40 équipes, je pense, pour faire des choix libres et éclairés de part et d'autre, et venir du coup avec des équipes constituées pour aller en phase ensuite esquisse. Là, on retrouvera un fonctionnement plus classique par rapport aux autres consultations que vous devez pratiquer, je parle de maître d'ouvrage ici et là, en Île-de-France. Alors, à moins qu'il y ait une question, on enchaîne, mais on reviendra peut-être dans les questions groupées. Pour poursuivre sur la question des maîtres d'œuvre, et beaucoup d'entre vous le savent, on impose à l'EPA évidemment la mission complète pour les missions de maîtrise d'œuvre, et on souhaite que les équipes de maîtrise d'œuvre qui seront constituées soient complètes, c'est-à-dire qui intègrent les compétences architecturales, les bureaux d'études, économistes, etc., en sus des éventuels AMO des opérateurs. On vous demandera aux opérateurs dans les notes méthodologiques pour les lots Rigami et Bedix, de toute façon, en phase candidature, de préciser un peu qui choisit qui comme compétence entre les maîtres d'œuvre et les opérateurs maîtres d'ouvrage. Pour revenir sur les consultations d'opérateurs, Rigami et Bedix est terminé sur celle-ci. Donc, ce qui s'ouvre dans l'immédiat, c'est bien une phase de candidature et donc une sélection de candidatures. Vous l'aurez remarqué, on prévoit de sélectionner 3 opérateurs ou 3 groupements d'opérateurs et non plus 5 sur la terrasse. Ça veut dire qu'on a l'exigence, ou en tout cas le devoir d'être très exigeant sur cette sélection. Donc, dans les dossiers de candidature, on va vous demander d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a peut-être l'habitude de faire. La classique sur la solidité financière et la note de motivation, mais peut-être de pousser un petit peu l'argumentation sur la note de motivation, sur les références. On voudrait pouvoir lire des références argumentées, notamment sur la question des coûts de construction, selon les cadres de référence qu'on proposera. Et dans la note de motivation, peut-être de pouvoir argumenter aussi un positionnement, commencer déjà un peu à donner des intentions programmatiques, en tout cas un positionnement sur une équation entre les enjeux environnementaux, la qualité de la construction, voilà, dont on sait qu'elle est compliquée. Et donc du coup, si ça peut être un petit peu argumenté dans les notes de motivation, aller un petit peu plus loin que la simple candidature ou fiche de présentation, ça nous va bien,
pour nous donner la garantie de sélectionner les 3 bons et non pas les 5 pour la phase d'offre. Pour le lot TELO, là, on fonctionne un petit peu différemment puisqu'on fait une consultation ouverte avec une phase unique et donc on souhaitera recevoir directement des offres complètes, des offres d'opérateurs. Donc, on ne passe pas par la phase candidature puis la phase d'offre. On choisira directement au terme d'une phase unique un lauréat sur la base d'offres constituées, c'est-à-dire la présentation de référence, solidité financière, la présentation d'une composition de groupement, mais directement une proposition programmatique complète qui inclut une proposition de produits, notamment sur la question hôtelière, le projet de gestion, de dialogue aussi entre les 2 résidences, la résidence étudiante et la résidence hôtelière, le bilan d'opération, des montants de loyer, ce qu'on demande classiquement en phase d'offre et qu'on demandera d'ores et déjà dès l'ouverture de cette phase de consultation. Ça veut dire aussi qu'on laissera un petit peu plus de temps dans cette phase pour constituer les groupements et les offres par rapport à Regami et Bélix. La question architecturale viendra dans un second temps. Une fois qu'on aura sélectionné le lauréat, là, on rentrera, on fera les associations, on organisera les associations avec les maîtrises d'œuvre selon une procédure qu'on n'a pas encore tout à fait calée, mais qui sera indiquée dans les cahiers des charges. Et donc, dans un deuxième temps, avec le lauréat de cette consultation, on passera en phase d'esquisse. Alors, le planning de ces consultations, pour reboucler sur ce que je viens de dire, on lance tout prochainement l'AMI pour le référencement des maîtres d'œuvre, les cahiers des charges des lots Regami et des lots Bélix. Donc, on souhaite pouvoir mettre en ligne dès la semaine prochaine. Alors, ce n'est pas exactement une mise en ligne, je crois que c'est une adresse mail sur laquelle vous solliciterez le retrait des dossiers pour les lots Regami et les lots Bélix dès la semaine prochaine, avec une date limite de rendu des candidatures fixée au 13 juillet. On se laisse l'été et la rentrée pour analyser et sélectionner les 3 opérateurs immobiliers et analyser le référencement de maîtres d'œuvre. Et puis, on diffuse les cahiers des charges pour la phase d'offre à partir du mois d'octobre. Ça veut aussi dire qu'on lance très prochainement l'AMI pour le référencement des maîtres d'œuvre. Là, on prévoit de le lancer aux alentours du 12 juin et de le clôturer le 13 juillet aussi, pour rester dans la même temporalité. Et comme je le disais pour le lot TELO, on met en ligne un petit peu plus tard, aux alentours du 19 juin, mais on se laisse déborder sur le mois de septembre pour avoir des offres, des groupements plus constitués, des offres directement. Et ensuite, on passe sur la phase d'audition, de sélection, de choix de maître d'œuvre. Sur l'ensemble de ces consultations, pour le référencement des maîtres d'œuvre au service des consultations Regami, Bélix et TELO et le choix des opérateurs, l'objectif, comme l'a dit M. le maire en introduction, c'est une livraison mi-2027. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Annie, je te passe la parole. Il y a des questions déjà? En nous, si on prévoit de diffuser les supports de présentation, oui, ça sera dans le dossier de consultation. Ben, on diffusera, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais des personnes qui sont peut-être branchées, on diffusera le support qu'on vous présente à quelques retouches. On diffusera comment? Il sera disponible avec le dossier de consultation. En annexe des cahiers des charges, le dossier de consultation. D'accord. Annie, si tu veux nous... Bonsoir. Je vais me permettre de revenir un peu en arrière et de vous raconter le contexte dans lequel on espère que vous allez vouloir travailler. Même si on a vu cette photo de la situation actuelle avec la présence de la RN 118 en contrebas et puis la ligne 18 en parallèle en haut et une coupe sous cette image, vous voyez que vous vous situez sur un plateau et qu'on est en vis-à-vis du quartier Moulin. Voilà. Et ce qui est important à savoir, c'est que on dirait que même si sur cette image, on voit déjà l'hôpital s'installer avec le complexe sportif, qu'on part de rien. Mais ce n'est pas vrai, on ne part pas de rien. On part d'un territoire qui est fortement caractérisé par ses infrastructures et ses armatures paysagères. Les infrastructures paysagères
qui sont la lisière qui a été instaurée sur l'ensemble du plateau par Michel de Vigne et qui est en lien avec la martinière au nord du site. La martinière qui est peut-être hors ZAC, mais par son paysage et par son boisement fait entièrement partie du cadre de vie de demain. Effectivement, également au sud, le domaine du château qu'on va réinstaurer, qui était construit au préalable par Thalès. Aujourd'hui, les bâtiments ont été déconstruits. L'idée, c'est de renforcer et de retrouver ce domaine du château avec le château et la longère, et qui est bien évidemment dans la continuité du coteau et qui va au-delà de la RN 118 vers le quartier Moulon, et qui est caractéristique et très fort pour le projet du quartier de Corbeville, mais pour le plateau de Saclay en général. Il y a également comme infrastructure importante la rigole de Corbeville, qui est la question de l'alimentation en eau du château de Versailles et qui est un monument historique et qui, en plus de ça, amène aussi une biodiversité et une faune et une flore extrêmement intéressantes. Alors, le corridor écologique, on pourrait dire que c'est peut-être le corridor qui divise le quartier de Corbeville en deux parties. Mais notre objectif, ce n'est pas de faire en sorte que ça devienne une limite, même si c'est l'autoroute infrastructurelle pour que les oiseaux qui migrent vers l'Afrique ou qui reviennent s'entreposent. C'est un milieu extrêmement important et qui va être un milieu qui va appeler la faune et la flore et qui va être à préserver et qui caractérise aussi fortement le projet urbain. Et puis, bien évidemment, si on parle d'infrastructure, ben, on doit intégrer et finalement pas ressentir comme une rupture, mais plutôt comme des liens, la ligne 18 qui a ses stations au niveau du Moulon et sur le quartier technique, le bus, le TCSP, qui va, dans le trajet actuel, va être modifié et qui va traverser le cours de Corbeville, l'endroit où vous allez répondre sur les premières opérations, et puis tout un maillage très fin pour les mobilités douces qui sont caractéristiques pour le plan. Ça, c'est les éléments infrastructurels qui sont extrêmement importants et qui ont déterminé le projet et les principes urbains que nous avons installés. Si on regarde à une échelle un peu plus intermédiaire, on a également un lien très important sur la chaîne des espaces publics majeurs qui viennent du projet global du plateau de Saclay et qui démarre dans le quartier de Polytechnique, qui viennent dans le quartier de Corbeville et qu'on a prolongé entre le château et l'hôpital avec le cours de Corbeville, qui continue en terrasse dans le domaine du parc pour traverser à la fois d'une manière piétonne et routier vers le quartier du Moulon pour rejoindre le Grand Deck où se trouve la station de la ligne 18 et qui continue dans le quartier de Moulon. Vous voyez qu'à la fois on essaye de tisser des liens interquartiers et tisser des liens au sein du quartier avec à la fois les infrastructures paysagères et les infrastructures d'espace public. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire et qu'est-ce qui est la spécificité de Corbeville? Ben, c'est que non seulement il y a plusieurs séquences urbaines qui ont été émises suite à ces subdivisions et tous ces ensembles des espaces infrastructurels et d'espaces publics, mais il y a aussi une particularité, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes systèmes urbains qu'on peut retrouver sur Moulon et sur quartier Polytechnique pour ceux qui connaissent déjà. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver des liens nord-sud et de faire en sorte que ce paysage et ce boisement très fortement
présents sur le coteau puisse s'infiltrer à travers le quartier et qu'à travers cette canopée d'arbres et les plantations qui vont avec, qu'on puisse retrouver un cadre de vie extrêmement naturel où toute la vie, je n'aime pas parler du vivant, mais toute vie possible, que ce soit les gens, les animaux, la faune et la flore, puissent habiter ensemble et trouver chacun sa place. Et pour cela, nous avons opté pour une forme urbaine qui est plutôt une forme urbaine en lanière et un enchaînement de petits bâtiments qui permettent d'avoir ces continuités, non seulement l'écosystème, mais aussi visuelles et paysagées. Et on a laissé tomber le grand îlot, avec le cœur d'îlot autour desquels on habite, mais plutôt un système de lanière et une forme urbaine qui permet, prochaine slide, qui permet de comprendre que finalement, si vous allez recevoir les implantations des immeubles, que ça vient d'une étude extrêmement fine et longue sur les gabarits et sur les retraits, les reculs et les dialogues qui s'installent non seulement avec les espaces ouverts, mais toutes les séries de parcelles qu'on va développer tout au long du quartier. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'on introduit un système à nouveau parcellaire. Et dans ce système parcellaire, vous allez avoir des immeubles plus ou moins grands, des immeubles plus petits, en mitoyenneté les uns avec les autres, et aussi des parcelles beaucoup plus fines qui permettent d'instaurer dans la ville d'Orsay aussi cette idée de l'habitat intermédiaire, les duplex superposés et même sur d'autres îlots qui ne font pas partie de cette consultation, le logement individuel. C'est-à-dire, on est en train de challenger à nouveau plutôt cette ville organique où on n'est pas tout le temps à la même hauteur, mais on permet d'avoir différentes échelles, des imbrications de programmation comme le bureau, les superpositions de logements au-dessus du bureau, la juxtaposition d'immeubles du bureau avec des logements, mais aussi la cohabitation avec des immeubles bien plus petits et avoir non seulement que du logement collectif, mais peut-être du logement superposé. Voici un fragment à nouveau de ces espaces publics. Vous comprenez que pour nous, il est extrêmement important d'avoir un cœur de ville vivant, d'avoir un travail sur la continuité des espaces au niveau du rez-de-chaussée, qui ne soit pas trop intercoupé par les systèmes distributifs pour le logement collectif, qu'on souhaite bien évidemment une interdépendance et des vis-à-vis bien visibles entre ce qui se passe sur les lots Tello, Bélix et Rigani, et qu'on arrive à activer ce cœur de quartier et le cours de Corbeville, qui est une zone 30 dans laquelle le bus passe, dans laquelle les voitures passent, mais dans laquelle aussi la végétation est extrêmement importante. Vous voyez ici le plan et vous voyez que ce cours, il est extrêmement planté, non seulement par des grands sujets, mais aussi par des plantations basses, parce qu'on veut de la fraîcheur en ville, on veut faire la connexion entre le château et l'hôpital, et on veut aussi connecter, parce que ce cours, il fait 50 mètres de largeur et à peu près 250 mètres de longueur, on veut les connecter avec des grands sujets, des arbres de très grande formation et un espace au centre qui est beaucoup plus libre pour justement instaurer des vis-à-vis et de faire en sorte que les gens, de manière très facile, vont vouloir aller d'un côté à l'autre. Le côté ouest, il est très libre parce que c'est lui qui prend le soleil. C'est là où on va certainement avoir de la restauration ou des espaces où on va pouvoir sortir pour animer le quartier. On voit sur ces slides aussi le passage du bus, on voit le passage des voitures, on va pouvoir s'y garer, on va pouvoir livrer, mais c'est vraiment cette idée-là que
la question architecturale et la manière comment aussi les architectes vont répondre avec les écritures architecturales sur ce cours, qu'on est en lien direct avec la nature. Voilà une image et une coupe transversale où vous voyez que les trottoirs sont larges, les plantations sont très présentes et qu'au fond, il y a la ligne 18 et cette ligne 18, elle va aussi pouvoir faire en sorte qu'on a une vision de haut de l'espace public et des immeubles. Quelques coupes pour essayer de vous mettre, pour vous aussi expliquer que malgré le fait qu'on crée un grand espace public nord-sud, le quartier d'habitat, il est aussi traversé est-ouest par une allée centrale. Cette allée centrale, elle est importante parce qu'elle amène la dimension beaucoup plus domestique et c'est un chapelet d'espaces publics et des espaces dans lesquels on veut qu'en contrebas de chez soi, on puisse avoir des lieux de convivialité entre habitants. Vous voyez qu'il y a plusieurs échelles. Il y a cette échelle publique entre ce cours qui relie le château avec l'hôpital et qui est traversée par cette échelle beaucoup plus domestique et ces espaces en bas de chez soi où on peut faire en sorte que les enfants puissent y être, puissent jouer, puissent faire du vélo, parce que tout ça c'est piéton, et puissent trouver des lieux de convivialité. Et ça va aussi vous influencer sur la programmation de vos rez-de-chaussée et peut-être aussi les programmations à des niveaux intermédiaires, des toitures terrasses partagées, pour aussi instaurer les usages et la convivialité et la sociabilité au sein des îlots proprement dit. Les formes urbaines sont un peu spécifiques. Elles ont été étudiées en maquette à plusieurs échelles. Il y a on a des alignements stricts avec un cours qui est en diagonale. Du coup, cette forme, elle est importante, mais on la redresse à des moments en travaillant des alignements dans l'autre sens. Tu peux y aller, merci. Qui ouvre les perspectives. On a de part et d'autre des rues et des allées, des venelles avec des paysages très forts. Du coup, il faut absolument que le paysagiste soit présent dans les équipes pour qu'il puisse travailler non seulement sur la question de l'espace non construit au rez-de-chaussée, mais également sur les toitures terrasses et offrir plusieurs usages. On a toute la question des gabarits. On a travaillé en atelier avec la ville, les élus, les gens de l'EPAPS pour la question des gabarits. Où est-ce qu'on met les points hauts et pourquoi on a mis les points hauts là? Parce que pour avoir des repères quand on est de loin, pour avoir des repères quand on est sur la ligne 18, tous ces gabarits ont été finement étudiés aussi pour avoir des vues, un premier plan, un second plan, des ensoleillements qui sont meilleurs et pour pouvoir instaurer tout un travail de dialogue entre les différentes formes urbaines. Voilà, les émergences sont importantes, elles sont là pour aussi se repérer pour ne pas tout le temps être au même gabarit et se repérer à différentes échelles et renforcer cette question de séquence. Il faut savoir que quand on est au niveau du château, le cours il a un point haut au centre et après il redescend au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire les perspectives, c'est pas un axe traditionnel classique à la française, si je peux me permettre de le dire, c'est plusieurs séquences et plusieurs moments où on découvre les lieux. Et c'est ainsi que ça a été conçu nord-sud, mais aussi est-ouest avec l'allée centrale. Voilà, je dis ça pour les architectes parce que des fois, on ressent qu'ils ont toujours envie de refaire une fiche de l'eau, pour non seulement se l'approprier, mais pour comprendre ce qu'on a fait. Mais il faut savoir que toutes ces études-là, ces formes urbaines, sont des allers-retours, pas de 1 mois, mais de plusieurs mois. Ça fait presque 5 ans qu'on est sur le projet. Et tous les ans,
et presque tous les X temps, on réinterroge ce qu'on est en train de faire et on va certainement les réinterroger suite à vos appels à la candidature, suite à votre proposition et suite aussi à l'évolutivité assez rapidement des questions sociétales qu'on pose aujourd'hui, parce que peut-être on va construire en 2027, mais qui sait qui va se passer entre aujourd'hui et 2027 quand on va construire ces îlots-là. Voilà, j'ai parlé déjà des rez-de-chaussée, vous les voyez, c'est tout le long le rez-de-chaussée qui est important. Et puis finalement, ce qui nous intéresse, en fait la ville se crée à partir de la qualité du logement. La ville, bien évidemment, c'est un juste équilibre entre espace construit et non construit, mais la ville, c'est aussi comment j'habite. Et aujourd'hui, on se pose toujours cette question de l'habitat et nous ne souhaitons pas avoir un produit. Nous ne souhaitons pas avoir un bâtiment avec des logements où on y dit tout le temps, c'est ça qui se vend. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on comprenne qu'on vit tous différemment et qu'on a tous envie d'un logement qui est grand, qui est peut-être transversal ou bi-orienté, qui a un espace où on peut travailler quand on fait du télétravail et que ce n'est pas au coin de la table, que l'habitat, la question de la cuisine, elle est importante. Il faut qu'elle ait de la lumière. Dans certaines typologies d'habitat, elle est peut-être centrale. Dans d'autres, elle est peut-être fermable. Nous essayons de trouver... la question de l'habitat n'est pas que la transversalité et l'orientation multiple. La question de l'habitat, c'est aussi la combinaison. C'est aussi différents types. Est-ce que partiellement j'ai une coursive ou est-ce que j'en ai pas du tout? Est-ce que ma partie commune, elle peut être plus grande à un certain niveau pour avoir un lieu commun aux habitants? Nous souhaitons travailler sur différents types d'immeubles et typologies de logements. Et ça demande peut-être une étude beaucoup plus fine sur la distribution, sur les différents types de distribution qui puissent permettre différents types de logements. Et voilà, ça existe, ça a été fait et ça marche. Le quartier de la Prairie aux Ducs sur l'île de Nantes mélange le logement intermédiaire, le logement individuel et le logement collectif, permet d'introduire différentes matérialités et quand même trouver une harmonie et une identité et de se raccrocher par le logement qui a accès sur l'espace public en direct et avec des commerces au niveau du rez-de-chaussée permet d'activer différents types de rez-de-chaussée. On arrive à combiner le collectif et l'individuel et on arrive à juxtaposer différents types de logements. On arrive à varier aussi l'écriture architecturale pour qu'elle ne soit pas générique et qu'elle ne soit pas simplement toujours très tramée avec des systèmes qu'on connaît et qu'on répète. Sur la terrasse, on va construire en pierre. On peut utiliser de la brique de réemploi. On peut utiliser d'autres types de matérialité. On peut travailler sur des écritures beaucoup plus domestiques qu'on connaît aujourd'hui. On est à Orsay. À Orsay, il y a déjà tout un passif et toute une façon d'habiter, que ce soit du pavillonnaire, du petit collectif et du collectif. Et quand on habite à Orsay, on habite avec ses voisins et on habite avec la nature. Ça permet de travailler la question de l'ouverture, de trouver un juste équilibre entre la façade vitrée et le bioclimatisme, les dispositifs pour avoir du confort, de pouvoir avoir des espaces en plus, que ce soit le loggia, mais qui est protégé l'été, qui permet d'avoir l'espace privatif en plus, l'espace en plus, qui permet de profiter de son logement et d'avoir une ventilation naturelle et toujours avoir une vue de la lumière. Voilà, nous pensons qu'il y a un travail important sur la typologie de logement, mais également sur la réponse sur la question comment je construis demain. On doit réduire notre bilan carbone. Aujourd'hui, on doit travailler sur la qualité des espaces
le vivre ensemble, l'intimité et l'espace extérieur. On doit aussi pouvoir travailler sur, voilà, c'est toutes les images de ce qui existe. Hein, voilà, je ne vais pas continuer à l'exprimer. Ça, c'est les rez-de-chaussée et la qualité des espaces publics, les parties distributives. Quand on fait du bureau et quand on fait du logement, on peut peut-être passer par le même espace commun et puis après retrouver chacun sa partie commune, mais on peut se croiser quand même dans un lieu. Il peut y avoir des passages, des transversalités, des porches, des façons de faire. Tout ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et aussi avoir des cœurs d'îlots ou des lieux qui ne sont pas sur l'espace public, mais qui permettent la sociabilité et une domesticité pour faire en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble. Des espaces collectifs, des espaces à partager. Et puis, si on vient sur la conception, suite à ce qu'on vit aujourd'hui, on a mis un tableau, enfin, ceux qui me connaissent comme urbaniste, dès souvent, je mets un tableau à partager par rapport à la question de comment instaurer une harmonie et comment faire en sorte qu'on co-construit ensemble un quartier et qu'on n'est pas en train d'être le plus fort chacun chez soi. Du coup, la palette qu'on a choisie, c'est une palette qui permet d'introduire les matériaux qui permettent de réduire le carbone, de réemploi, les matériaux durables, de la terre cuite, de l'émail, mais qui sont en complémentarité avec la palette orséenne qui existe déjà. Et ce qu'on veut aussi demander, je pense qu'on est dans un temps où on doit réinterroger non seulement notre écriture architecturale, et nos types de bâtiments, mais aussi de ne pas réfléchir nos bâtiments si on les a construits en béton, mais on dit que c'est du béton de chanvre ou que c'est du façade ossature bois ou une mur ossature bois, et de ne pas réfléchir à ce que ça voudrait dire en écriture architecturale. Du coup, la ville et le plateau Saclay est en gros un laboratoire déjà sur toutes les ambitions environnementales. Je pense que comme architecte, il faut aussi que ça devienne un laboratoire sur quelle est l'écriture architecturale qui va de pair avec toutes les matérialités innovantes ou différentes qu'on doit mettre en place pour que ce soit quelque chose qui permet peut-être de tourner une page et de trouver un autre modèle qu'on ne connaît pas encore. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Annie. Je posais sur la conversation, je demandais s'il y avait des questions. Je vous propose de les mettre par écrit et qu'on puisse y répondre au fil de l'eau. On se prend 5 minutes peut-être pour des questions ou des compléments de la part des intervenants. Une première question sur l'AMI de référencement. Est-il ouvert aux agences internationales? Oui, il est ouvert à tout le monde. Yes, it is. Il n'y a pas de... Alors, vous avez délivré beaucoup d'informations, hein, oui. Et merci de votre patience parce que c'est même pénible pour nous, mais je pense que c'est à la mesure du travail accompli et de l'ambition qu'on porte collectivement, ce qu'a dit Annie, hein, ces workshops intensifs qu'on a eus avec la ville, les services, pour définir cette programmation mixte, cette ambition environnementale, cette innovation aussi urbaine hein, qu'on a sur ce cours qui n'est pas un cours à la française, comme le rappelle Annie. Je sais que ce n'est pas là où vous allez poser massivement des questions. Peut-être que s'il y a une interrogation qui subsiste là tout de suite sur les dates, où on vous a assommé de principes de date, etc., on pourra, j'imagine, puisqu'on enregistre la conversation, les corriger tout de suite. Vous ne ratiez pas le tir, hein, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment les dates limites qu'il faudra peut-être remettre de dépôt, en tout cas pour le collège des maîtres d'ouvrage, donc le 13 juillet.
À 16h, à quelle heure tu as dit, Johanna? On n'a pas annoncé l'heure. On n'a pas annoncé l'heure? Non, c'est la veille d'un 14, donc c'était pour vous libérer aussi. C'est 12 heures, je pense. Parce c'est à qu'on midi. passe le tri des plis. Tout est tas de petites choses qui peuvent agacer, le travail qui reste à faire. Et puis voilà, donc s'il y a vraiment des questions dans le chat. On peut répondre aux quelques questions complémentaires sur les attendus en termes de groupement. Effectivement, on n'a pas parlé la question nous est posée sur la place des bailleurs sociaux. On attend donc effectivement dans les groupements un bailleur social lorsqu'il y a du logement social. Et sur l'OFS, donc il n'y a pas d'OFS souhaité. On n'a pas de charte spécifique pour la question du BRS. En revanche, on a, nous, à l'EPA, élaboré un référentiel qualité logement qui pourra être annexé aux consultations en tant que tel, sachant qu'il est déjà finalement approprié et absorbé par EAPS dans les fiches de l'eau. Donc, toutes les prescriptions ou orientations du référentiel qualité logement EPA finalement se retrouvent déjà naturellement dans les fiches de l'eau, mais on pourra néanmoins l'annexer en tant que tel, à la fois dans l'AMI et à la fois dans les procédures opérateurs. Et donc sur les bailleurs sociaux, pas de bailleurs fléchés ou d'OFS souhaités, mais bien des bailleurs sociaux qui sont demandés pour chacune des deux consultations, puisqu'il y a du logement social. La charge foncière est-elle imposée? Oui. La charge foncière est fixée dans les consultations, donc elle est donnée en fait dans les cahiers des charges, avec une spécificité, c'est la charge foncière qui correspond au produit hôtelier pour le lot Télo, où il est probable que nous indiquions un minimum attendu, parce que ça correspond à un attendu EPA, ménageur, recette, mais qu'on puisse laisser un peu ouvert en fonction des propositions programmatiques qui seront faites. À cette exception près, du reste, les charges foncières sont données. Une question sur la place du paysagiste. À quel moment on l'a noté? Les nôtres? Oui, c'est vrai qu'on sait pas, on n'a pas donné d'informations sur les paysagistes. Ça sera précisé dans le cahier des charges et notamment dans l'AMI, mais a priori, une fois les mariages faits, avec les archis, les groupements proposeront à l'EPA un paysagiste, donc comme un accord avec les architectes retenus. On n'a pas intégré la question du paysagiste dans l'AMI. Voilà, ça sera précisé, mais a priori, ça viendra un peu comme ça, sur proposition, dans un second temps. Sur le BRS et l'OFS? Oui. Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions complémentaires a priori. Donc à nouveau, le support sera annexé au cahier des charges, et pour d'éventuels retardataires, si vous en avez connaissance, vous pouvez passer l'info. Il sera possible dans quelques jours qu'on diffuse le support de webinaire. J'ai déjà reçu quelques messages pour des personnes qui n'arrivaient pas à se connecter, donc ça sera possible. Je vous propose qu'on s'arrête là. Oui, c'est une précaution. Je le rappelle parce qu'on échange là-dessus. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour nous, pour les équipes, pour le maire. David, tu sais, c'est que on fait en sorte de vous délivrer l'information de la manière la plus équitable. Je sais que certaines et certains d'entre vous souhaiteront venir à la source. Je vous demande de l'éviter parce que sinon on ne travaille plus. Donc nous n'accordons plus de rendez-vous, je le dis. Je ne prends plus de rendez-vous entre maintenant et le 13 juillet avec qui que ce soit. C'est une règle qu'on se donne. Tout doit être centralisé sur des plateformes qu'on vous indiquera pour poser les questions. Et vous imaginez bien que l'intérêt que suscite, et je vous remercie de votre présence, ces consultations, celles qu'on va lancer sur 300 logements supplémentaires à Palaiseau, 400 logements supplémentaires à Versailles sous peu, me mobilisera à plein temps, moi et mes équipes, et puis Annie, voilà, qui ne pourra pas finir les fiches de l'eau, le maire ne serait plus maire, il ne ferait que rendez-vous. Je vous demande, nos assistants sont briefés, à partir du moment où on rentre en consultation, nous ne prenons plus de rendez-vous. C'est la règle que j'ai fait passer à mes équipes. Le maire fait ce qu'il veut. Et on a des instances y croisées, MIFIM, les CIMI, etc., pour se voir et discuter. Mais
C'est trop compliqué. Ça. Il n'y a pas Calmi, hein, c'est UAPS. UAPS en général. Aussi, Ah, je préfère parce que... Très bien. Une dernière info pour terminer et ensuite on clôt et l'enregistrement et la visio sur la question des esquisses. Effectivement, on demande des esquisses pour les phases d'offre et donc il y aura une prise en charge EPA d'une partie du montant des esquisses pour les 2 esquisses non retenues à l'issue du processus. L'EPA prendra en charge vis-à-vis des opérateurs partiellement le montant de ces esquisses. Tout ça sera précisé dans les cahiers des charges. David, pour conclure, monsieur Maire. J'espère qu'on vous a convaincu, l'ambition en tout cas qui est portée sur ces 3 lots. Donc ça a été dit 13 juillet, donc vous avez le droit d'être innovant pour un vrai feu d'artifice de proposition. Et vous êtes invité d'ailleurs le 13, il y a le bal d'Orsay. Donc si vous voulez venir au bal une fois que vous avez déposé, vous pourrez vous soulager et ensuite prendre vos vacances bien méritées. Parce que le PAPS, eux, ils vont bosser tout l'été pour analyser vos dossiers. Une bonne séance de travail d'ici là. Merci pour votre écoute. Au revoir. Oui, j'ai au revoir. très chamaillé.